Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour de nouvelles informations cette semaine sur la première. La paralysie aujourd'hui sur les routes de la capitale Mamoudzou. Les salariés de l'entreprise de transport scolaire Matisse ont bloqué les principaux axes. Une grogne pour demander la sauvegarde de leurs emplois. Conséquence, plusieurs embouteillages et des répercussions immédiates pour les usagers et les élèves. Nous aborderons également la sécurité publique dans Mamoudzou, avec notamment la mise en œuvre du système de vidéosurveillance déjà opérationnel dans les différentes rues de la commune. Le système a été officiellement inauguré ce matin. Nous reviendrons sur ce dispositif dédié à lutter contre les différentes incivilités dans la capitale. Et puis nous serons à Dembéni. Le centre universitaire accueille aujourd'hui et demain un colloque international pour évoquer l'intégration des élèves en situation de handicap, organisé par l'Institut coopératif austral de recherche en éducation. Ces 2 journées sont consacrées à traiter et résoudre la thématique d'une société inclusive. Des embouteillages à n'en plus finir. Il fallait s'armer de beaucoup de patience ce matin pour circuler dans Mamoudzou. Les salariés de l'entreprise Matisse ayant bloqué avec leur bus la circulation. Leurs emplois seraient menacés par un appel d'offres du conseil départemental. À Mamoudzou, Gervais Nietzsche et Géraldine Lui. Même des légionnaires sont contraints de descendre de leur camion pour poursuivre leur chemin à pied. Début de semaine très difficile pour les usagers de la route dans la plupart des communes de Grande Terre. À Mamoudzou, des bouchons sur de nombreux axes causent des désagréments aux conducteurs des 2 roues et surtout aux automobilistes. Ça fait 30 minutes. Là. 30 minutes que vous attendez. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit là? Non, mais c'est que chacun revendique ses droits. Bon, moi, je ne vais plus sur ça. D'accord. Ça fait 1 heure, je fais tout le tour, c'est bloqué partout. En colère? Non, mais je ne sais pas, je n'étais pas au courant qu'il y avait grève. Voilà. Qu'allez-vous faire maintenant? On va essayer, là, je vais me garer peut-être un petit peu plus haut au niveau de la poste et puis continuer à pied. Ah ouais, combien de kilomètres? Oh, ça va, ça fera un peu d'exercice, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, là. À l'origine de la paralysie du trafic, le blocage du rond-point Zinamdéré au cœur de Mamoudzou. Très tôt dans la matinée, les chauffeurs de Matisse, l'entreprise de transport scolaire, ont verrouillé tous les accès menant à ce lieu stratégique. Encadré par Force ouvrière, le syndicat majoritaire dans le secteur à Mayotte, ces agents manifestent leur mécontentement. Le Conseil général a réorganisé le marché du transport en allotissant à 7 lots, mais nous, le personnel a été oublié, on ne sait pas là où on va. Nous réclamons de la clarification de l'avenir des 79 salariés. Devant le siège du conseil départemental, impossible de circuler. De nombreux bus obstruent la voie. Dans les locaux de l'institution, les responsables affirment comprendre l'inquiétude des salariés. Ils tentent de les rassurer. Peut-être que les salariés manifestent une inquiétude par avance, par anticipation, mais les procédures permettent de garantir la reprise du personnel. Donc c'est une inquiétude qui est certes légitime, mais qui nous paraît prématurée. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer ? Nous, on leur dit que nous faisons en sorte que les textes soient respectés, de manière à ce que ces inquiétudes-là puissent être levées. La grève déclenchée ce lundi par les chauffeurs de bus de transport scolaire soutenus par Info suscite de grandes inquiétudes chez les habitants de Mayotte. Ils redoutent le début d'un vaste mouvement social dans le 101e département français. Et comme vous avez pu le constater, nombreux sont ceux qui ont été une nouvelle fois pris en otage dans un mouvement de grève à Mayotte. Des transporteurs scolaires qui cessent le travail. Forcément, les premiers impactés restent les élèves. Alors, comment se sont-ils débrouillés aujourd'hui pour se rendre en cours? Réponse avec Hachim Saïd Hachim et Assad Arazafitsehen. Une partie des chauffeurs de transport scolaire sont en grève. Ce matin, c'était la grande débrouille pour les élèves scolarisés à Mamoudzou, venus de tous les coins de l'île. J'habite à Longoni. Vous êtes arrivé comment ce matin? J'ai pris le taxi, je pense comme presque tout le monde. Moi je viens de Kaweni.
Et comment tu as fait pour venir en cours ce matin? Je marchais à pied, mais dommage, je suis inquiet avec mes camarades. Je suis venue ici en bus. Vous avez des bus ce matin? Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'absents ce matin dans votre classe? Oui, non, il n'y avait pas beaucoup d'absents, avec 3 personnes. Les voyageurs n'ont pas été épargnés, les arrivants comme les partants ont traîné leurs valises. Je vais de Msangamouji, je me suis bloqué en chemin. Vu comme quoi la grève, les collègues essaient de réclamer le bien-être. Voilà, on assume. Hein. C'est pas très dérangeant. Après, les gens qui travaillent ici, qui sont là tout le temps, c'est peut-être un peu plus raide pour eux, quoi. Nous, ça va, pas de souci. On est un peu pris en otage. Moi, j'habite là et je trouve ça assez pénible d'être pris en otage. Mais là, on se dépêche parce qu'on va louper. Moi, je travaille à Combani. Et j'accompagne ma famille à l'avion et je ne peux pas les emmener, il faut qu'ils portent leurs bagages. Si la grève des transports scolaires se maintient, il faut s'attendre à une journée compliquée ce mardi à Mamoudzou. Les perturbations risquent d'incommoder un grand nombre d'élèves et les automobilistes venant des autres localités. Et des négociations devaient se tenir cet après-midi entre le conseil départemental et les représentants des grévistes. Elles n'ont pas eu lieu, le département demandant la levée des barrages avant toute discussion. Et à l'heure où l'on parle, les principaux barrages restent toujours en place, provoquant encore ce soir pas mal d'embouteillages. On se dirige donc demain vers une deuxième journée de blocage. Mieux gérer la régulation du trafic, justement, mais aussi protéger les biens et les personnes. Voilà déjà plusieurs mois que la vidéosurveillance est opérationnelle dans la commune de Mamoudzou. Un système de 55 caméras chargé de recueillir des images au quotidien. Et c'est ce lundi que le centre de supervision urbaine a été officiellement inauguré. Sur place, Laini Saïdachim, Alda Alidi. 26% de baisse des actes de délinquance par rapport à l'an dernier. Un chiffre annoncé fièrement par les autorités de l'État et de la ville de Mamoudzou dans cette cérémonie inaugurale. Pour cette dernière, les 55 caméras déjà en fonction d'une capacité de rotation à 360 degrés ont largement contribué à diminuer les faits de cambriolage et de violence. Ça a permis de mettre fin à toutes les violences entre bandes rivales. Ça a permis de régler quelques cas de cambriolage, quelques cas de violence, quelques cas de vol avec violence. La dernière fois qu'il y avait un match de basket à Mgombani entre l'Étoile Bleue et le TCO Basket, il s'en est suivi un début de bagarre entre jeunes. Ce que ces jeunes ne savaient pas ou avaient simplement oublié, c'est qu'ils étaient visibles par les autorités de police. Donc une fois débuté, tout de suite après, la bagarre a été finie. Ici commence la collaboration entre la police municipale et nationale. Une vingtaine d'écrans enregistrent des images des rues stratégiques de la ville et les conservent pendant 15 jours. La lutte contre les actes de délinquance dans le chef-lieu semble porter ses fruits. Une avancée saluée par certains leaders de la lutte contre l'insécurité à Mayotte. On ne peut qu'être content par rapport à ça, mais il ne faut pas oublier que l'objectif de ces caméras, ce serait aussi surtout de la prévention, c'est-à-dire que ces caméras-là devraient avoir des personnes formées derrière les nuits de permanence, parce que les choses se passent surtout la nuit. Or, on constate que la nuit, justement, il n'y a pas de personnel. Donc l'objectif, ce serait justement de laisser des gens derrière ces caméras, qu'ils aient une autre vue, qui sont en relation avec la police, avec les services de sécurité. Comme ça, peut-être qu'on arrivera à mieux faire les choses dans le temps. Le centre de supervision urbaine de Mamoudzou, un programme qui a coûté 4 millions d'euros, dont une grande partie a été financée par la ville en fonds propres. Et puis retour sur ce fait divers, nous l'évoquions dans notre édition de samedi soir, un policier qui n'était pas en service a fait usage de son arme à feu en tirant sur son frère et le blessant à l'épaule gauche. Cette dispute familiale est survenue à Koungou. Après avoir été placé en garde à vue ces dernières 48 heures, le fonctionnaire de police était présenté au juge des libertés ce lundi. Qu'en est-il ressorti? Réponse du procureur de la République, Camille Mensioni, au micro d'Hachim Saïdachim et Assad Razafitehen. Il faut retenir d'abord que cet incident malheureux, c'est un drame qui est un drame avant tout familial. C'est un contentieux qui est né dans la famille de cet agent
entre deux frères sur un contentieux immobilier. La qualité de cette personne n'intervient en réalité dans cette affaire que par l'usage qu'il a fait de cette arme. Il aurait pris un tchombo, que sa qualité n'aurait eu aucune incidence sur ces faits. Donc il faut vraiment que les choses soient clarifiées et claires. C'est un individu, c'est une personne qui a eu un contentieux au sein de sa famille pour des questions immobilières. Cette affaire a abouti hier soir à la présentation du garde à vue au parquet et devant le juge d'instruction. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat et il a été placé en détention provisoire. Un mot sur cette qualification. Il résulte des premiers éléments de l'enquête qu'il y avait non seulement une intention de donner la mort, mais que cette intention avait été préméditée, d'où la tentative d'assassinat. Et donc cette personne a été placée en détention provisoire à Majicavo hier soir, mais dans un contentieux qui est un contentieux privé et familial. Il ne sera pas jugé tout de suite puisque du coup, s'agissant d'une affaire criminelle, il y a une instruction qui a commencé hier, donc des investigations qui vont être menées par le juge d'instruction et à la fin de cette période d'instruction, on décidera du jugement selon la qualification la plus adaptée compte tenu de ce qui sera relevé dans le cadre de l'instruction. Autre titre de l'actualité est cette question. Quelle inclusion pour les élèves en situation de handicap? Pour y répondre, un colloque international est organisé durant 2 jours au centre universitaire de Dembéni, intitulé « Vers une société inclusive ». Ce colloque, organisé par le laboratoire ICAR, s'adresse ici à des enseignants, des étudiants, mais aussi des professionnels. Kalatoumi Abdilhadi, Daniel Abdou. Relégués au fond de l'amphithéâtre, Dr Léo et Raïssa suivent le colloque loin derrière, parce qu'avec le fauteuil roulant, ils ne peuvent pas aller plus loin. L'illustration même des problèmes de déplacement qu'ils rencontrent au quotidien. C'est très grave pour Mayotte, parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de familles en souffrent de ça, justement, de la scolarité, qui les enfants restent tout le temps à la maison, rien à faire, quoi. C'est encore très grave. Raïssa, elle, a pu aller à l'école même si sa mère devait la porter. Mais là-bas, le handicap ne s'efface pas, bien au contraire. Pour les enseignants, j'avais une maîtresse en moi toute seule. Mais après, il commençait un peu à être... il allait ailleurs. Un peu, il allait voir les autres au lieu de rester là avec moi, à m'aider là, à faire mes trucs. Il allait aider les autres qui connaissaient bien, qui comprenaient bien. Raïssa dit avoir souffert de la situation qui a engendré son échec scolaire, à l'instar de beaucoup d'élèves dans une situation similaire. Je ne suis pas allée loin et j'ai arrêté en sa main. Du coup, je ne suis pas allée très loin, collège, machin, tout ça, je ne suis pas passée là. Du coup, voilà, c'est un peu triste, mais voilà, j'avais pas le choix. Mais comment accueillir et inclure un élève en situation de handicap si l'enseignant lui-même n'est pas formé? C'est compliqué parce que ces enfants-là ont besoin d'un accompagnement très particulier. Ce n'est pas comme les enfants ordinaires. Il y a un travail, ils ont un retard d'apprentissage. Il faut qu'on crée des outils, il faut les accompagner plus. Ils ont un rythme d'apprentissage. Ce colloque, c'est 2 ans d'études pour le laboratoire ICAR qui découvre cette société mahoraise. Le but final est de créer un centre d'éducation inclusive dans les 5 prochaines années. Peut-être il en faudra davantage. On a vu qu'il y avait des décalages. La société réunionnaise a son histoire, la société mahoraise en a une autre. Et donc il va falloir prendre en compte ce facteur temps et savoir qu'il y aura des étapes et qu'il y aura des rendez-vous. Et que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un colloque. Il y a eu des études exploratoires, il y en aura d'autres, il y aura d'autres rendez-vous. Le handicap à Mayotte, encore bien des barrières à franchir avant d'arriver à l'inclusion de ces personnes. L'actualité outre-mer, direction la Nouvelle-Calédonie où les habitants sont invités aux urnes ce dimanche 4 novembre. Ils doivent s'exprimer lors d'un référendum sur l'indépendance de leur île. Depuis 20 ans, un processus de décolonisation par étapes est en place sur le territoire. Nous vous proposons cette semaine toute une série de reportages à ce sujet, en commençant ce soir par cette conférence organisée par l'école Sciences Po à Paris. Son titre, « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Henri Elie, Leila Zelouma.
Et il est un petit peu plus grand. Ils ont écouté sagement les intervenants calédoniens ou non leur parler de l'histoire du Caillou et de son avenir après le référendum. C'était un rafraîchissement, c'était aussi un rappel en fait de la complexité de notre situation, de la Nouvelle-Calédonie. On a tendance à oublier parce que c'est chez nous. Est-ce que vous avez appris réellement quelque chose ce soir ? Quand même un petit peu, peut-être pas sur l'histoire, parce qu'on a quand même eu des cours en Calédonie sur l'histoire de notre pays, mais plutôt sur les éventualités qui pourraient arriver justement, sur ce qui pourrait se passer après le 4 novembre. Donc, oui. Si pour les étudiants venus de Nouméa, rien de bien nouveau à noter pour eux dans les propos des invités, pour d'autres ultramarins, cette conférence sur la Calédonie fut vraiment une découverte politique et institutionnelle. J'ai beaucoup appris, puisque en réalité, on ne connaît pas vraiment comment est la Nouvelle-Calédonie, on ne sait pas vraiment comment ça se passe exactement, parce que par exemple, ça fonctionne totalement différemment de la Guadeloupe ou de la Martinique, parce que ce n'est pas du tout le même statut. Leurs arguments étaient, oui, très convaincants, parce qu'ils étaient très divers, ils faisaient vraiment référence à la culture, à la société, à la politique calédonienne. Donc oui, je suis convaincue. Mais la partie de cette conférence, sans nul doute la plus intéressante, fut celle de la délicate cohabitation entre Calédoniens, hier comme aujourd'hui. Il y a deux peuples à mettre d'accord. Il y a le peuple kanak et le peuple calédonien. Du coup, il faut essayer de faire en sorte qu'on sache vivre ensemble. On a vraiment évoqué cette question qui est très complexe en Nouvelle-Calédonie, l'identité calédonienne. Quelle est-elle? Et justement, peut-être que je me dis qu'il n'y a pas forcément de réponse à une identité calédonienne. Peut-être que tout le monde pourrait y être dedans. C'était la deuxième conférence sur la Nouvelle-Calédonie avant ce référendum du 4 novembre, un débat qui en appelle d'autres, tant et toujours grande la curiosité des étudiants en sciences politiques. Politique au niveau national avec le gouvernement qui lance une délicate réforme de l'État et notamment celle des fonctionnaires. Et parmi les pistes, une agence de reconversion des agents alors que 50 000 postes doivent être supprimés d'ici la fin du quinquennat en 2022. Se dirige-t-on vers la fin du statut des agents publics? C'est en tout cas la crainte des syndicats. Sophie Lançon, Pascal Caron. Après un comité interministériel ce matin, c'est Édouard Philippe qui prend en main la réforme de l'État. Cette question de la transformation de l'action publique, ça n'est pas une petite question, ça n'est pas une question de techno, entre guillemets, ça n'est pas une question accessoire, c'est une question essentielle si nous voulons préparer l'avenir. Dans la ligne de mire du gouvernement, le statut des fonctionnaires. Avec une idée, faciliter leur passage du public vers le privé. Le Premier ministre confirme ce matin un fonds de 50 millions d'euros qui pourrait financer ces reconversions. Un plan de départ volontaire pourrait également être lancé selon Bercy. Les fonctionnaires qui le souhaitent pourront ainsi partir avec 24 mois de salaire. Ils toucheront également des allocations chômage. Hier, le ministre des Comptes publics allait même encore plus loin. On laissera le choix aux agents publics. Ils pourront désormais prendre des contrats et venir pour 5, pour 10, pour 15 ans dans la fonction publique et pas simplement accepter statut ou pas statut. Des contrats pour les fonctionnaires d'une durée de 5, 10 ou 15 ans avec à la clé une rémunération au mérite. Le but pour l'exécutif, avoir davantage recours à des contractuels, une proposition que rejette la CGT. C'est d'accroître la part des précaires et des non-titulaires dans la fonction publique, alors même, je tiens à le préciser, qu'il y a déjà près d'1 million sur 5 millions d'agents, et que ça ne suffit pas. Et M. Darmanin, donc, veut encore, apparemment, mettre un coin de plus dans la bataille qu'il semble mener contre le statut général des fonctionnaires. La plupart des syndicats dénoncent une atteinte au service public. On aura toujours un Premier ministre ou un ministre qui n'a qu'une vision budgétaire, hélas, de la fonction publique. Et on pense surtout que ce gouvernement ne pourra pas continuer sur cette ligne d'austérité et de réduction permanente. Ce n'est pas ce que souhaitent nos concitoyens. Avec toutes ces mesures, le gouvernement compte tenir ses objectifs de 50 000 suppressions de postes dans la fonction publique d'ici la fin du quinquennat. Politique toujours avec le Brésil qui vient d'élire son nouveau président à la tête du pays le plus grand d'Amérique latine. Jair Bolsonaro de l'extrême droite a été élu au second tour de la présidentielle hier soir avec 55% des voix. Une personnalité sulfureuse connue pour ses prises de position racistes, misogynes, homophobes et nostalgiques de la dictature militaire. Les électeurs ont été séduits par son discours sécuritaire dans ce pays considéré comme l'un des plus violents du monde. Toute la nuit, les partisans de Bolsonaro ont fêté la victoire.
Et pour terminer ce lundi d'information, comme à l'accoutumée, vous avez rendez-vous ce soir avec votre magazine sportif Mayotte Sporting Club. Et pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend tout à l'heure, voyez tout de suite avec Aurélien Février le programme de ce nouveau numéro. Bonsoir Papineau, et au programme ce soir du MSC, bien du football avec la lutte pour le maintien. Qui de Kaweni ou de Majicavo s'est maintenu en R1? Eh bien la réponse dans l'émission. On reviendra également sur la montée historique en R1 de Anteou de Port-Wani avec son entraîneur Youssouf Madi. Et puis dans le Focus Sur, on partira à la rencontre des funambules de Bouilloni. C'est un reportage à découvrir donc dans le MSC. Il y aura également du rugby et la sélection de basket pour les Jeux des Îles qui se préparent. C'était à Pamandzi ce week-end, c'est à découvrir donc dans le MSC tout à l'heure à partir de 20h. Merci Aurélien et à tout à l'heure. Voilà pour l'actualité de ce 29 octobre, un lundi marqué par la grève des salariés de l'entreprise de transport Matisse pour sauver leurs emplois qui seraient menacés par un prochain appel d'offres du conseil départemental. Ils ont paralysé la circulation à Mamoudzou en immobilisant plusieurs bus scolaires sur différents axes de la commune. Pas de négociation aujourd'hui avec le conseil départemental. Les différents barrages restent en place. Il faudra s'attendre à de nouvelles perturbations demain. Merci pour toute votre attention à nos informations. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver dès à présent sur nos réseaux sociaux, notre site internet et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darush Daou pour le journal en maoré. Et juste après, vous pourrez suivre votre magazine Mayotte Sporting Club présenté par Aurélien Février. L'info sera de retour ce mardi matin à 5h en radio, puis à 13h pour le journal de la mi-journée, dont j'aurai le plaisir de vous présenter. Passez une très belle soirée sur la première. À demain.